Bonsoir à tous, 18h30, on est jeudi, bienvenue dans Talkiji, le talk show Info Jeune numéro 14, qui s'inscrit dans l'opération Tu fais quoi cet été, mais qu'on va pouvoir rebaptiser maintenant Tu fais quoi à la rentrée, puisque depuis cette semaine, c'est un petit peu la rentrée, mais nous, on vous accompagne jusqu'au 17 septembre dans Talkiji, donc encore 3 jeudis avec vous, enfin 2, et après, il faudra peut-être faire sans nous. Et en tout cas, cette semaine, on est bien là et on va passer rapidement au programme. Un programme un petit peu chamboulé cette semaine, puisque on commencera avec notre invité de la semaine. Notre invité de la semaine, c'est Théo. Il est des coursiers bordelais. On va en savoir un petit peu plus juste après. On fera un petit crochet par l'autre Tour de France, celui qui a débuté dès la mi-juillet, puisqu'on retrouvera Mariam dans la suite de ses aventures. Ensuite, Mamadi nous fera aussi voyager dans un petit pays, puisque c'est le titre du film Coup de cœur de Mamadi. Cette semaine, nous ferons un détour par l'actualité avec Chan. On fera une étape aussi par la cage jeu. Alors, je vous l'ai promis en off, ce sera option Tour de France. Aujourd'hui, on va beaucoup parler vélo. Et donc, le jeu, la pause récré, ce sera Tour de France cette semaine, mais ce sera à ma manière. Laïla viendra nous livrer sa galère de la semaine. Et puis, on terminera avec l'heure du show. Enfin, on commence avec l'heure du show aussi, puisqu'on aura un fil rouge cette semaine dans l'heure du show, puisque vous le voyez peut-être, ou ça va s'afficher dans quelques instants. On a Asko. Alors, Asko, si tu nous entends, est-ce que tu peux poser les pinceaux, nous faire un petit coucou pour nous dire la bienvenue? On a Asko qui nous livrera une prestation en direct, puisque son objectif aujourd'hui, tout simplement, ça va être de terminer ton œuvre pendant Talkiji. Ouais, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Ouais, Toute ouais, chance ouais. pour toi. Normalement, sur le programme, c'est 45 minutes. On déborde tout le temps, donc tu auras un petit peu de marge. Euh, voilà. On va te retrouver. On fera des petits points d'étape avec toi de temps en temps. Et puis là, on va te laisser travailler. Et puis on parlera de ton travail dans l'heure du show tout à l'heure. Ok. Et bon courage à toi, Asko. Après le petit jingle, on va se retrouver avec notre invité. Notre invité, donc cette semaine, je l'ai dit, c'est Théo. Salut Théo. Bonjour. Toi, tu viens de Bordeaux et tu travailles pour les coursiers bordelais. Les coursiers bordelais, on va en parler plus longuement. Mais j'ai une petite question alors que j'ai adapté. Avant, c'était tu fais quoi cet été, mais toi, tu fais quoi là à la rentrée? À la rentrée, je continue ce que je faisais, c'est-à-dire je travaille Tu dans travailles. Donc, tu as à travaillé tout travers. l'été? Non, non, j'ai pris un mois de vacances en juillet D'accord. et j'ai bougé à gauche, à droite. J'ai repris en août où c'était un peu plus calme puisqu'il y a pas mal de gens en vacances. La ville est plus vide. Et là, ça reprend la rentrée, là, ça recommence fort. Voilà. Alors, il y a en ce moment le Tour de France, on parle vélo et on va surtout parler des coursiers bordelais. Donc, c'est une entreprise, les coursiers bordelais, une SCOP, on y reviendra. En fait, toi, tu es coursier à l'origine. Tu es coursier Non. depuis quand? Euh, je suis coursier depuis 2015 au lancement de. En fait, j'étais étudiant, enfin, j'ai fait mes études d'architecture et à côté, j'ai commencé à travailler pour Deliveroo au lancement de Deliveroo à Bordeaux. Et puis j'ai bien aimé ce métier, mais j'ai pas trop aimé les conditions de travail. Ce qui fait qu'en octobre 2017, on a créé notre entreprise Coursier Bordelais. Moi, j'ai fini mes études d'architecture, mais j'ai préféré pédaler. Voilà. D'accord. Donc, tu es fan de vélo à la base? Je suis fan du vélo, mais je suis un peu moins j'aime un peu moins regarder des gens faire du vélo. Donc au final, D'accord. je suis pas un grand fan du Tour de France, mais je suis un grand fan de vélo, ouais, que ce soit pour travailler, pour voyager, pour tout. Alors, on l'a dit, les coursiers bordelais, à l'origine, vous étiez plusieurs à vous regrouper. Vous avez tous travaillé plus ou moins chez Deliveroo, chez Uber, globalement, chez les grands manias de la livraison.
comment vous est venue cette idée de créer les coursiers bordelais? En fait, au début, on a tous travaillé effectivement dans ces plateformes et on a vu petit à petit nos conditions de travail se dégrader. Et puis, au début, on était quand même relativement bien payé, puis petit à petit, on était moins bien payé et on s'est rendu compte que être auto-entrepreneur avec ces plateformes, ça veut dire renoncer à tous ces les droits du travail en fait, qui permettent de protéger ce travail-là, alors que c'est quand même un métier relativement risqué. Et en fait, à la chute de Take It Easy, donc Take It Easy a fermé ses portes, il y a eu des grands rassemblements de coursiers et avait été émise cette idée de, en fait, ces plateformes-là, elles ont juste un outil de travail, enfin, un outil informatique qui met en relation des clients et des restaurants, et c'est la seule valeur ajoutée qu'ils ont, et que nous, si on avait cet outil-là, on pourrait très bien faire comme eux et s'émanciper du coup de ces plateformes et créer quelque chose de plus juste, de plus éthique. Et voilà comment nous est venue l'idée. Et on s'est retrouvé avec 3 coursiers motivés et on s'est lancé. D'accord. Et ça fait pas peur au début? Je veux dire, allez, on va s'attaquer à Uber aujourd'hui. Nous, à Bordeaux, on est 3, on est motivés et on s'attaque à Uber en finale. Comment on se dit, Euh, tiens, je vais hacker Uber en fait? hmm, En réalité, on a commencé vraiment petit et on est toujours petit, donc on n'a pas eu peur. Après, forcément, les premiers mois n'ont pas été super faciles parce que au début, être rentable en se lançant quand on crée une entreprise, c'est compliqué. Mais au bout d'un an, c'était salarié et là, du coup, on est à 5. On est content que ça marche bien pour nous, mais on est très très loin de faire peur à Uber ou à Deliveroo, malheureusement. Même si rien que la démonstration qu'un autre système est viable avec du salariat et fonctionne, c'est déjà une réussite. C'est ça, parce qu'au final, ça peut faire des émules. Ça, on va y revenir justement sur les émules. En plus, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que vous choisissez pas forcément un modèle d'entreprise habituel en 2017, c'est que vous formez une SCOP. Alors, je ne Ouais. sais pas si les jeunes qui nous écoutent, ça leur parle, mais c'est une société coopérative, en fait, la SCOP, mais tu vas peut-être pouvoir en parler mieux que moi. Et Ouais. pourquoi ce format vous tenez à cœur? En fait, pourquoi bon, je vais d'abord expliquer ce que c'est une SCOP. Oui, c'est une société coopérative. Ça veut dire que, en fait, au lieu d'avoir une entreprise classique qui appartient à un patron, là, c'est que tous les coopérateurs, du coup, les salariés, ont une voix dans l'entreprise et toutes les décisions sont prises démocratiquement à la majorité. Et donc voilà. Et nous, pourquoi on a voulu créer une coopérative? Je pense que déjà, on a plus, on a plus d'affinité avec ce genre d'entreprise. Ça avait plus à cœur. Et surtout, je pense que c'est en venant d'un marché comme l'ubérisation, on voulait vraiment comprendre le contre-pied et faire l'inverse de ce qu'ils faisaient en fait. Donc en fait, vous êtes tous chefs. Ouais, c'est ça. Il n'y a C'est ça personne globalement. qui... Exactement. Après, une société coopérative peut être comme une société classique et pas du tout enfin, être mieux socialement. Après, ça aide quand même. Et nous, on l'a vraiment créé de façon à ce que ça puisse pas être modifié, que ça reste quelque chose de démocratique, que chaque salarié décide. Alors pour regarder un petit peu, hein, c'est un salarié une voix, quel que soit son statut dans la plupart des scopes. Et après, les salaires sont fixés, je crois, dans le modèle des scopes et que les écarts de salaire entre le dirigeant et le salarié de base est limité en fait, hein. Ouais. C'est un peu un choix militant aussi peut-être de créer une scope au final. Ouais, tout à fait, ouais, oui. C'est clairement un choix militant, politique au final, parce que tout est politique. Et ouais, c'est sûr que c'est un choix militant. Alors, j'ai vu hein, sur les coursiers bordelais, au niveau des avantages sociaux en tout cas, c'est Mhm. 10 semaines de congés payés, je crois. 8 à 10 Non, semaines. 8. 8, 8. Il faut pas. 10, ça ferait beaucoup. ça- Bah, enfin, ça ferait sans beaucoup. On ne saurait négociation. plus quoi faire après. Déjà, on a 8, c'est pas mal. Si on a la capacité de passer à 10, pourquoi pas. Mais moi, après mon mois de vacances, j'étais content de reprendre. Donc, non, ouais, ça c'est un avantage. On a, bah, bien sûr,
On a donc 8 semaines de congés payés, on a les tickets resto, on a 100 € par mois de pièces, de réparation de vélo et tout ça. Et puis, on a surtout la couverture mutuelle, assurance, chose que tu n'as pas si tu travailles en tant qu'auto-entrepreneur dans les plateformes. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un vrai statut salarié. Si demain il y a un petit accident, malheureusement, vous pouvez être percuté par une voiture, les sources de revenus, elles restent quand même malgré tout, en fait. C'est quand même la grosse différence. Oui, contrairement, si vous travaillez pour Deliveroo, si vous faites renverser par une voiture et vous cassez le poignet, non seulement vous payez vos frais médicaux, mais bon, heureusement, ça, tout le monde a la sécurité sociale, mais en plus, vous ne pouvez plus travailler. Et nous, bien sûr, on a déjà eu des cas. Moi, je me suis déjà blessé, mon collègue s'est déjà blessé, et voilà, c'est quelque chose qu'au final, parce que moi j'ai 26 ans, je suis assez jeune et je suis rentré dans le monde du travail, et comme beaucoup de gens, je pense, enfin, beaucoup de gens, tous ceux qui font coursier, la plupart n'ont pas fait de travail et du coup découvrent un peu le monde du travail à travers l'ubérisation et du coup ne connaissent pas tous ces droits qui protègent le salarié dans un contrat classique de CDD ou CDI. On voit peut-être la facilité d'Uber. C'est en gros, on se crée rapidement un compte, on peut très vite travailler. Par contre, en cas de problème, forcément, voilà, derrière, la couverture est moindre. Petite question là qui n'était pas du tout prévue. Pendant tes vacances, du coup, tu as pédalé un peu pour garder le rythme. Ça se passe comment? Ouais. Effectivement, c'est mieux de pédaler un peu, mais on est tous relativement férus de vélo, y compris pendant les vacances. On aime bien, on est des bons voyageurs à vélo, donc ouais, j'ai fait une semaine et demie de vélo en voyage, quoi, pour le plaisir. D'accord. Alors, et ça se passe comment globalement une journée de travail chez les coursiers bordelais? Alors, il faut savoir aussi qu'on a, en plus de toute une coopérative, on a une organisation très tournante, c'est-à-dire que tout le monde fait les tâches et tourne sur les tâches, puisque quand on gère une entreprise, il y a plein d'autres tâches, c'est plus compliqué. Il suffit pas juste de pédaler et de faire des livraisons, quoi. Et donc, comme une journée classique, on commence à 8h30. On a des livraisons qui sont programmées déjà à l'avance, qu'on fait, qu'on a définies. Et après, on a d'autres livraisons qui vont tomber dans la journée et qu'on fait en suivant. Et celui qui commence à 8h30, par exemple, il finit à 16h30. Et du coup, le rôle du dispatch, celui qui assigne les courses et qui fait l'administratif, voilà, il fait toute la partie administrative et lui, il est au téléphone et il va assigner les courses à certains coursiers en sachant où ils sont et ce qu'ils vont faire et voilà, dans l'optique d'optimiser les livraisons. Alors, et les en courses. sachant que, pardon, j'ai peut-être pas dit aussi, nous, du coup, on est une société de coursiers à vélo. On fait de la livraison de nourriture, mais ce n'est pas notre majorité de notre corps d'activité. On fait beaucoup plus de livraison classique, donc de tout ce qui se transporte, des plis, des colis, des fleurs, des prélèvements médicaux. Et on a on a 5 vélos cargo, donc on tourne pas mal aussi en vélo cargo. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un vélo cargo. C'est un peu comme un triporteur, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme à l'avant, seulement ça n'a que 2 roues, contrairement à un triporteur qui en a 3. Du coup, ce qui est un peu plus maniable en ville et qui a une conduite qui est plus similaire à un vélo classique. Et donc voilà, avec ça, on transporte 100 kilos. Donc voilà, on transporte du vin, enfin vraiment de tout, tout ce qui peut se transporter en vélo. Et aussi, on a une grande majorité de clients professionnels et qu'une minorité de particuliers. En fait, c'était ma question de savoir ce que vous vouliez, si la livraison c'était uniquement. Alors, dans l'émission, on a un chroniqueur vedette, il s'appelle Chaton. Il a une petite question pour toi, en fait, Théo. On va l'écouter. Bonjour à tous, merci le Talkiji de débuter à 18h30 chaque jeudi. Ça me laisse le temps de faire du sport toute l'après-midi. Enfin non, en vérité, ça me laisse surtout le temps de regarder le sport installé confortablement sur le canapé de mon colocataire. Voilà. Et puis comme Chaton est sérieux, je ne regarde pas n'importe quoi. Je regarde le Tour de France pour préparer le Talkiji d'aujourd'hui.
vu que l'on parle vélo. Alors bon, en tant que nouveau expert justement de cyclisme, je souhaitais savoir combien de kilomètres vous effectuez par jour et si vous utilisiez des vélos à assistance électrique, car moi personnellement, je trouve que c'est triché, mais peut-être pas au boulot. Donc voilà. Voilà. Bon, écoute, je reste pas plus longtemps. Je dois consulter le profil de l'étape de demain et faire un tout petit peu de cuisine parce que quelque chose me dit que c'est le prochain sujet du prochain Talkiji de jeudi prochain. Ça fait beaucoup de prochains. Allez, tchuss. Et Chaton, nouvel expert en cyclisme de Talkiji. Alors Chaton, il se découvre des nouvelles passions chaque semaine. Et Théo, en fait, Chaton, il voulait savoir combien de kilomètres tu faisais par jour. Ça, c'était la question à peu près de Chaton qui se prépare à faire le Tour de France, je pense. Et surtout, il voulait savoir si tu utilisais des vélos à assistance électrique, car pour lui, utiliser des vélos à assistance électrique, c'est tricher. Voilà. Il faut quand même lui rappeler que vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau non plus et que 100 kilos de marchandises, peut-être qu'un peu d'assistance électrique, ça peut aider dans les côtes quand même. Oui, alors pour répondre à la première question, on est en moyenne, donc entre 80 et 100 km par jour. Et les plus grosses journées, ça peut aller à 130-140 km. Et en sachant que, du coup, en 80 km, c'est les moyennes, vu qu'on a une organisation de tâches tournantes, avec une semaine, du coup, où on fait de l'administratif et où on ne pédale pas. Et après, pour répondre à la deuxième question, on utilise des vélos à assistance électrique uniquement pour les vélos cargo, où quand tu roules avec 100 kg, si tu n'avais pas d'assistance électrique et que tu faisais la journée avec, je pense que tu ne tiendrais pas un mois. Ouais. Donc oui, on utilise des vélos à assistance électrique pour nos vélos cargo uniquement. Après, nos vélos classiques, bien sûr, on n'utilise pas. Et effectivement, on s'est posé la question, on s'est dit c'est un peu triché. On a commencé sans. Et on s'est vite rendu compte que si tu veux tenir l'année en pédalant en vélo cargo sans assistance, tu ne tiendrais pas. Déjà que physiquement, ça peut être un métier un peu éprouvant. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des cargos électriques. Après, c'est de l'assistance électrique. Oui, ouais, faut quand même pédaler. Ça respecte la législation, c'est-à-dire que tu ne peux pas monter au-dessus de… L'assistance électrique se coupe à partir de 25 km/h. Oui. Alors, un jeune qui voudrait faire coursier, enfin 130 km quand même, bon même 80 en moyenne, je sais pas dans les chroniqueurs qui fait un peu de vélo, ça commence à faire pas mal de kilomètres tous les jours. Est-ce que tu as progressé? Enfin, je veux dire au niveau physique. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais déjà une pratique vélo. Je ne sais pas si tous les salariés qui sont chez vous, quand ils arrivent, font déjà beaucoup de vélo. Après, quand on monte à 100, 120 km par jour, même si c'est son métier, ça commence à faire un peu de… Physiquement, ça… Ouais, je pense que moi, quand j'ai commencé, je faisais pas autant de vélo. J'ai clairement beaucoup progressé là-dessus. Et après, c'est surtout de l'endurance parce que on fait quand même beaucoup d'arrêts. Donc, c'est peut-être moins épuisant que si on les faisait d'une traite. Mais après, oui, c'est sûr que je pense qu'on a une bonne condition physique quand même tous. On est tous capables de rouler quand même assez longtemps. Et en voyage, on en fait beaucoup aussi de kilomètres, beaucoup plus que ça. Et en fait, tous ceux qu'on a recrutés, effectivement, étaient anciens coursiers, puisque nous, on a pour but un peu de travailler contre l'ubérisation. Et du coup, on a recruté des coursiers qui étaient ubérisés. Donc, ils avaient tous un petit peu un entraînement. Après, on n'est pas tous au même niveau, mais on est tous capables d'absorber nos 80 km. Mais effectivement, c'est pas tout le monde, mais ça s'apprend assez rapidement. Après, ils ont l'électrique. Alors, est-ce que les chroniqueurs, vous avez des questions ou pas pour Théo ou pas? Mam, ouais. Oui, salut Théo. Ce que tu évoquais, la couverture sociale, Ouais. alors, par rapport à votre activité. Donc, c'est-à-dire que même pour la retraite, il n'y aura pas de souci? Bien sûr que oui. On a des… Et à quel âge vous pouvez prendre la retraite? Alors ça, effectivement, l'âge de la retraite, j'avoue qu'on ne l'a pas calculé. Je ne sais pas du tout.
Ou Mais est-ce je que ça sais se compte au que kilomètre? je pense que je pense qu'on est tous conscients que clairement, coursier à vélo, c'est pas un métier que tu fais à vie. Je pense que plus de 10 ans, j'ai jamais vu des coursiers, même des anciens coursiers, même enfin, aux États-Unis et tout ça, parce que quand même physiquement, c'est quand même relativement éprouvant. Il y a toujours le risque de chute qui arrive tôt ou tard quand même. Il faut pas se mentir. Et, euh, et les hivers qui sont relativement durs. Donc, je ne pense pas que tu fasses toute ta vie coursier. Mais, euh, mais en tout cas, oui, contrairement à une personne qui travaille pour les plateformes, on cotise pour la retraite, chose que eux, auto-entrepreneurs, malgré leurs faibles revenus, enfin, ne cotisent pas pour la retraite, donc ils doivent mettre eux-mêmes de côté avec le peu qu'ils touchent. Euh, voilà, donc nous, au moins, on cotise par défaut et je t'avoue que on n'a pas du tout calculé l'âge de la retraite, puisque je pense qu'il n'y a aucun de nous qui se voit faire ça jusqu'à la retraite. Et justement, la suite, vous envisagez quoi? Est-ce que c'est un modèle qui peut être duplicable ailleurs? Alors, ouais, bien sûr. On fait aussi partie d'une fédération internationale qui s'appelle CopCycle ou CopCycle à la française, qui est en fait à la base un logiciel justement qui fait exactement comme le logiciel de Deliveroo ou autre. Et celui qui a développé ça avait l'idée justement que Deliveroo et tout ça, c'était qu'un logiciel et que si on leur donnait la possibilité aux coursiers d'avoir ce logiciel, ils pouvaient s'émanciper de ces plateformes. Et donc, à partir de ce logiciel, c'est créé une fédération qui maintenant a pour but de mutualiser un maximum toutes les, toutes les ressources pour non seulement se créer en coopérative, mais après continuer d'exister en coopérative de coursiers à vélo. J'ai oublié le début de ta question. Enfin, ta question. Alors, le début, c'était pas qu'est-ce que tu Et envisageais par la suite, parce que c'est ce que tu disais, enfin, à 55 ans, ouais. tu te vois peut-être pas encore Mhm. livrer des fleurs ou des chocolats en faisant 120 km de vélo par jour. Ouais, et du coup, voilà, nous, on a créé la coopérative. L'idée, c'est que justement, la forme juridique et nos statuts soient immuables, c'est-à-dire que quand on parte, ça puisse pas devenir une entreprise récupérée par quelqu'un, justement, qui soit plus dans cette optique éthique et sociale que nous, on a. Mais moi, personnellement, je me vois bien à la campagne. On a un projet avec ma chérie de ferme pédagogique. Voilà. Ça n'a rien D'accord. à voir et c'est très différent, mais voilà, personnellement, c'est ça. Et Ok, donc totalement différent. Il y aura quand même des Ouais. vélos dans la ferme. J'espère avoir toujours avoir mon vélo cargo et pouvoir toujours transporter tout ce qui est transportable en vélo cargo. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes sur des livraisons un peu spéciales qui vous arrivent parfois ou est-ce que vous avez des demandes un peu farfelues parfois? Moi, je peux poser cette question parce que c'est Ouais. On me demande des fois, effectivement, et j'oublie toujours un petit peu, mais alors qu'il nous arrive des trucs drôles. Deux fois, ça arrivait qu'il y ait quelqu'un qui enferme quelqu'un chez lui et qu'il faille aller livrer les clés, du coup, pour le libérer. Ça, c'est un peu marrant. Après, sinon, on a vraiment transporté de tout ce qui est imaginable. Et après, on ne sait pas toujours aussi tout ce qu'on transporte. Mais attends, je réfléchis à d'autres choses. Non, il faudrait que je me fasse une liste à chaque fois que je vous fasse un truc marrant. n'avez pas encore livré un marié, une mariée, non, Non, mais on a déjà livré quelqu'un une fois. On a déjà transporté, on a fait du taxi vélo une fois, effectivement, pour quelqu'un. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit très recommandé. Et je sais pas trop quelle est la législation pour le transport de personnes. Bah, les tuk-tuk à Paris le font, donc j'imagine que ça doit être faisable. Mais oui, on essaie d'éviter le transport d'humains. Alors, je crois que c'est à Bordeaux, parce qu'on a préparé avec nos collègues de Bordeaux, hein, du réseau, il y a aussi des possibilités de déménagement. Alors, je ne crois pas que c'est avec les coursiers bordelais, mais c'est une autre asso qui propose des déménagements aussi en vélo. Ouais, ça c'est Remue Ménage qui font ça. Pareil, ils sont un peu à but social puisque tu as des tarifs dégressifs selon tes revenus. Et ils font du déménagement à vélo. Voilà, c'est leur principale activité.
Nous, ça nous est déjà arrivé de le faire pour quelques meubles ou une fois ou deux, mais c'est justement maintenant, on préfère les diriger vers comment je dis? Atelier remue-ménage, pardon. On préfère qui, eux, font que ça, quoi. Et ils utilisent, eux, des remorques ou à l'arrière de vélos électriques. Voilà. Nous, on a aussi des remorques, mais on est moins sur ce secteur d'activité-là. Et eux, ils ont des plus grandes remorques, il faut reconnaître aussi. Alors, je ne sais pas si on a des questions peut-être sur Twitch ou pas. Je vais demander à la régie. Moi, j'avais une question, par contre. Vas-y, Laïla. Je crois qu'en pardon, je sais pas, je crois pas qu'on l'a abordé depuis le début. Je voulais savoir, du coup, vous avez développé une application ou pas, en fait, pour pouvoir, par exemple, un usager qui aurait besoin de vos services, par où il passe? Sur un site internet, une application? Alors, c'est pas nous-mêmes qui l'avons développé. C'est justement D'accord. CupCycle, cette fédération. Et après, il suffit de nous retrouver sur notre site web où alors il y a aussi une application mobile. Du coup, l'application c'est CupCycle et après sur notre site web coursierbordelais.fr. D'accord, merci. Alors, moi, pour clore, hein, parce que je ne sais pas si tu travailles, Théo, mais ce soir, je voulais te poser une question. Quel conseil tu donnerais à un coursier aujourd'hui, alors qu'il ne sera pas à Bordeaux, mais dans d'autres villes où il y aurait Uber, Deliveroo, qui souhaiterait un peu comme vous créer sa propre société, en fait. Enfin, les pièges à éviter éventuellement, puis les petits conseils que tu pourrais lui donner au vu de votre expérience, vous les... Je pense que c'est pas facile, hein. C'est comme toute création d'entreprise. Je pense que c'est pas facile. Mais en tout cas, je pense que ce serait une bonne idée déjà de contacter CupCycle ou nous contacter nous, puisque effectivement le but vraiment de CupCycle, c'est d'aider d'autres coopératives à se lancer. Et après des conseils ou des écueils à éviter. Attends, je réfléchis à ce qui me vient, mais je pense qu'en réalité, c'est une bonne idée de se mettre en contact avec CupCycle. On a des kits starter pour se lancer à la livraison en vélo en évitant justement les plateformes. Mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir quand même un petit peu l'habitude de faire du vélo, puisque physiquement déjà, il faut pouvoir le tenir. Et il faut être prêt à faire de tout, c'est-à-dire de faire de la compta, de faire du démarchage. Enfin, il faut être prêt à mettre les mains dans la pâte, surtout, je pense. Ouais, c'est la grosse différence, c'est que là, il faut parfois aller toquer aux portes des entreprises ou des commerçants pour proposer les services. Ouais. Est-ce que tu crois que le fait d'être 3 au départ, c'était un avantage pour vous aussi? Est-ce que toi, tout seul, tu aurais pu lancer l'aventure ou le fait que tu aies 2 personnes avec toi, c'était un gros plus? Ouais, tu as raison, effectivement, c'est déjà trouver, c'est un très bon conseil, je pense, à donner ceux qui veulent se lancer, c'est de trouver d'autres personnes motivées parce que à plusieurs, tu as beaucoup plus c'est beaucoup plus facile et pour toutes les tâches du quotidien, de faire ça à plusieurs, je pense que c'est important. Donc oui, ça c'est un bon conseil à donner, trouver des coéquipiers pour se lancer dans l'aventure, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a des dernières questions parmi les chroniqueurs ou pas? Sinon, Théo, on va... Non, Théo, on va te remercier. Alors, si on veut retrouver les coursiers bordelais, il y a le site, c'est lescoursiers-bordelais.fr. Ouais, c'est ça. Au pluriel coursier. Comment? Au pluriel coursier. Donc au pluriel coursier. Sinon, de toute façon, en régie, vous avez Facebook, c'est Coursier Bordelais. Vous avez aussi un compte Instagram, Coursier Bordelais au pluriel. Et puis, si on est dans Bordeaux et qu'on voit passer des vélos, avec des vélos cargo, il y a de grandes chances que ce soit vous. Ouais, même s'il y en a de plus en plus. Hein. Comment? Même s'il y en a de plus en plus pour transporter ses enfants ou autre, on en voit de plus en plus dans les villes, c'est une bonne chose. Donc, mais il y a des bonnes chances, ouais. S'il est estampillé coursier bordelais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Si on voit un grand vélo cargo sans enfant, il y a de fortes chances que ce soit vous. S'il y a des meubles dedans, c'est peut-être vos collègues de remue-ménage. Exactement.
Ok. Un grand merci en tout cas de ta disponibilité, d'être venu nous présenter aussi les coursiers bordelais. On a bien compris que si des jeunes qui nous écoutaient ce soir, ou peut-être des moins jeunes, voulaient se lancer dans l'aventure, ils peuvent se rapprocher de vous pour avoir quelques conseils ou de Copcycle en tout cas. Ouais, avec plaisir. Eh ben, merci Théo. Tu as des courses ce soir ou tu es là, tu es en off Là, je viens de finir pile à 19h. Je finis. Ok, Nous, on ferme à 19h le service. On ne fait pas de livraison le soir. d'accord. Bon, Voilà. bah alors. Donc, ça aussi, c'est un autre avantage. Et il faut se rendre compte, c'est que quand tu travailles pour Deliveroo, tu travailles entre midi et 2 et le soir. Donc, bon. Il faut concilier ça avec une vie de famille aussi. C'est pas forcément évident. Donc là, pour vous, c'est Nous, on a vrais choisi. horaires, pas de bureau, mais en tout cas, il y a des vrais horaires fixes en fait. Et ce qu'on n'a pas précisé, qui est important, c'est quand même que vous n'êtes pas payé à la course, mais à l'heure. Bien Et sûr, quand même, ouais. ça change aussi tout. Enfin, Clairement, oui. Ça change tout. voilà, et ben si vous êtes intéressé, de toute façon, les coursiers bordelais, sur le site, il y a toute l'histoire. Vous retrouverez aussi quelques articles de presse, à mon avis, en faisant des recherches dans les moteurs de recherche, voilà, sur votre aventure. Un grand merci à toi. Et Merci à puis, vous. Merci Théo, bonne soirée. bonne soirée. Et Merci beaucoup. bonne soirée. Ouais, il est pile 19h, donc on est dans les temps. Au Tu revoir. finissais ta journée avec nous. Salut. Merci Bonne soirée. à Merci. toi. On va passer du côté de Toulouse, ou de la région de Toulousaine avec Asco pour voir peut-être où il en est. Alors, ça va s'afficher. Asco. Ah, ben il y a des couleurs qui. Alors, vous pouvez sur Twitch faire vos pronostics sur. Ouais, maintenant, c'est plus facile hein, sur le visuel de fin. A priori, il y aura un skateboard. C'est une transition avec la semaine dernière. Je pense qu'il y aura un skater. Mais on en saura plus un petit peu après. Et on va faire, après avoir parlé de vélo, un petit crochet par le Tour de France de Mariam. Donc Mariam qui fait son tour de France sur la route de l'information jeunesse, sur la route de l'IJ, dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été. On l'avait quitté la dernière fois du côté de Toulouse et là elle est partie à la découverte d'une nouvelle ville de France, laquelle? Réponse en images. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la direction de Lyon. Est-ce que tu pourrais m'orienter? C'est à moi que tu parles. Ouais. Si t'as pas remarqué, hein, on est juste au milieu de nulle part. Je sais pas pourquoi tu t'adresses à moi en fait, pour savoir où c'est où. Hello, t'as pas compris? Moi je suis juste une random qu'on a introduite à l'arrache comme ça pour te montrer ta prochaine destination. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Je sais pas, Lyon ça doit être dans un coin là-bas là peut-être. Ouais, avant que je sorte du cadre, essaye de cogiter sur ce que je t'ai demandé. Je cherche la direction de Lyon, faut que tu m'orientes. Tu cherches la direction de Lyon, faut que tu m'orientes. Lyon, orientation, Lyon, direction, Ah, pas folle la guêpe. Et Mariam qui est à Lyon pour cette nouvelle étape, étape de Lyon qui sera consacrée à l'orientation. Si vous voulez retrouver la suite des aventures de Mariam à Lyon, rendez-vous sur la chaîne YouTube InfoJeune où vous retrouvez toutes les pastilles vidéo des aventures de Mariam le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y en a pas le jeudi parce que c'est Tolkiji, forcément. Donc voilà. Et après le petit jingle, le coup de cœur de Mam. Alors Mam, je voulais prendre de tes nouvelles. Oui. Je voulais savoir si tu avais eu besoin de Doliprane cette semaine ou pas pour aller au cinéma. Non, là, ça a été. Le film, j'ai compris tout de suite. J'ai pas eu mal à la tête. J'ai surtout ressenti beaucoup d'émotions.
Est-ce que tu as est-ce que tu es retourné voir une troisième fois Tenet ou pas? Non, C'était on la est la deuxième fin de question. semaine avec mon fils qui m'a dit qu'il est sûr qu'il va comprendre, donc je lui fais confiance. D'accord. J'ai vu que le magazine Première a fait un schéma, je n'ai pas encore regardé, un schéma pour qu'on puisse saisir le film. Donc je vous enverrai la carte. D'accord. Tu demanderas à Cécile aussi, du coup, qui est allée le voir et qui est sortie avec une bonne migraine aussi, a priori. Donc Tout à fait, même voilà, combat. préparez vos Doliprane pour ceux qui y vont. En tout cas, cette semaine, tu nous parles de Petit Pays. C'est l'adaptation du roman de Gaël Faye. Tout à fait. Donc, un best-seller d'ailleurs qui était sorti en 2016. Pour ceux qui l'auraient oublié, je redonne l'info. Gaël Faye, hein, je rappelle, qui est aussi auteur, compositeur, interprète, rappeur, slammer. Voilà, un artiste aux multiples facettes et écrivain. Donc, son livre Petit Pays avait été salué par la critique à l'époque. Il a quand même reçu le prix Goncourt des lycéens et de nombreux prix, ce n'est pas rien. Et le réalisateur Éric Barbier, donc, qui avait signé notamment La promesse de l'aube avec Pierre Ninet, un superbe film aussi, livre une adaptation pudique et déchirante de cette œuvre pour le cinéma. Donc, pudique, déchirante, et j'ai envie de dire aussi tout en nuances. Il y a beaucoup de nuances dans ce récit qui est à la croisée de l'intime, à savoir la vie familiale, et de l'historique. Et ce film qui a été tourné au Rwanda est une véritable réussite. Je vous fais un court résumé rapidement de Petit Pays. Ce livre et ce film aussi met en scène Gabriel, un enfant âgé d'une dizaine d'années, au début de l'année 1993. Et ce petit garçon vit une enfance heureuse dans un confortable quartier de Bujumbura, donc au Burundi, avec son père qui est entrepreneur français, sa mère qui est réfugiée d'origine rwandaise et sa petite sœur Anna. Et le même Gabriel, il a une enfance classique parce qu'il vit entouré de sa bande de copains. Voilà, ils font ensemble les 400 coups. Voilà. Il s'éclate. Mais son bonheur va être menacé par la réalité géopolitique du Burundi, à savoir que ce pays va être frappé par une guerre civile. Et dans le même temps, il y a aussi ses parents qui vivent une véritable crise de couple, donc ils se retrouvent tiraillés par tous ces événements. Et il assiste malgré lui à la dégradation géopolitique de la région, avec la guerre civile qui éclate, suivi du génocide qu'on a connu, qui nous a beaucoup marqué, celui des Tutsis au Rwanda. Donc Christophe Barbier a décidé de s'attaquer à cette œuvre. Donc c'est un exercice qui n'est jamais simple, mais qu'il a réussi vraiment avec beaucoup de brio, parce qu'il filme avec justesse cette enfance heureuse, brisée par le surgissement soudain de la violence des hommes. Il montre aussi avec quelle maturité et lucidité un petit garçon de 10 ans et sa petite sœur abordent des événements déchirants, tant politiques que familiaux, voilà, avec beaucoup de maturité et de lucidité, je me répète. Et le film se déroule, il y a deux parties dans ce film justement, il y a cette partie plus douce, plus familiale, voilà, plus légère, et une autre, bien entendu, beaucoup plus rude, plus violente, mais réaliste aussi, voilà, qui entraîne des populations et toute cette bande de gosses, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce film, dans la tourmente. Et certaines scènes, justement, légères, politiques, s'entrechoquent avec d'autres passages totalement insoutenables, en tout cas. C'est vrai que ça a été dur. J'ai beaucoup vibré sur mon siège. Et Éric Barbier, pose aussi la question de l'identité à travers l'histoire de la mère de Gabriel, qui est Tutsi, qui est une exilée Tutsi, et ce tiraillement entre deux cultures lorsqu'on a un enfant métis. Et ça, c'est raconté avec beaucoup de pudeur et beaucoup de justesse aussi. Et on retrouve dans ce voyage initiatique aussi toute la saveur de l'Afrique, avec ses couleurs, la beauté des paysages, tout son folklore autour des traditions notamment. Donc ça a été très très bien restitué. Et il pointe évidemment également du doigt toute l'absurdité humaine, voilà, capable de l'homme qui est capable des pires agissements face à la différence de l'autre. Et ça, c'est très très bien filmé, très bien capté. Et c'est pour ces raisons-là, toutes ces raisons-là aussi, et toute cette émotion, toutes ces scènes très très rudes, que je ne suis pas sorti indemne de la séance. J'avais vraiment des frissons, et certains sont sortis avec des larmes, et ça peut se comprendre parce que c'est un film vraiment qui m'a totalement chamboulé. Je vais les parler des 4 acteurs qui sont tous formidables aussi les uns que les autres. Jean-Paul Rouve, Isabelle Cabano, qui a reçu un prix d'ailleurs hier à Angoulême. Isabelle Cabano, une véritable découverte, qui joue le rôle de la maman. Sans oublier Djibril,
Van Campenol, donc, qui joue le rôle de Gabi, et Dalia de Medina, dans le rôle de sa petite sœur. Donc, leur partition à chacun est juste, c'est-à-dire qu'on y croit, on croit en cette famille, on s'attache vraiment à chacun de ces personnages pour diverses raisons. Et vraiment, j'évoquais Isabelle Cabanos, c'est vraiment la belle découverte de ce film. Elle joue tellement bien que l'horreur même, l'horreur de ce génocide se lit vraiment sur son visage. Parce qu'il y a aussi beaucoup de passages sans dialogue qui sont très très marquants et très 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 forts. Et je ne parle pas non plus sans oublier bien entendu Jean-Paul Rouve qui s'est beaucoup impliqué dans ce film puisqu'il a signé une partie du scénario et puis de l'adaptation. Donc chapeau à Jean-Paul Rouve. Pour revenir au roman de Gaël Faye, il puisait vraiment dans ses souvenirs pour raconter ce génocide et comment sa famille avait été déchirée par tous ces événements. Et au cinéma, Éric Barbier a remplacé le poids des mots par les images. Donc le livre était beaucoup moins frontal, du coup, donc ça donne beaucoup plus de force aux propos et avec cette rudesse des images. Alors que dans le livre, effectivement, on fait appel à notre propre imagination pour imaginer le contexte. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, en voyant ce film, que Gaël Faye s'est rendu compte, a réalisé vraiment de la violence de son récit. Et je vais citer une déclaration là, que j'ai eue dernièrement de lui. Il a déclaré qu'au premier visionnage, ça a été un vrai choc pour lui. Et pendant 2 jours, il n'a pas pu parler à Éric, le réalisateur, parce qu'il avait besoin de digérer et de se remettre de ses émotions. Donc l'auteur, parce qu'il a quand même validé le film, ce qui n'est pas rien. Et parce qu'effectivement, ces événements qui ont eu lieu en 1994, c'est quand même plus de 25 ans, 26 ans pour être exact, ça reste quand même un sujet sensible et les plaies sont encore vives pour tous ceux qui les ont vécus. Et je finirai par ces mots aussi d'Éric Barbier, qui lui évoquait le vrai défi en fait, d'une adaptation, c'est d'arriver à rendre le cœur du roman, c'est-à-dire de trouver la vérité, la justesse du livre à travers les scènes et les acteurs. Et là-dessus, je peux dire en tout cas, après quelques jours encore avoir vu le film, qu'il a réussi sans pari, il a réussi ce défi pour signer un film bouleversant, utile et humaniste, que je vous conseille évidemment. Un gros coup de cœur. Très très gros coup de cœur. Voilà, très fort, ça nous plonge vraiment dans cette époque, dans la dureté, dans ces rapports violents aussi entre les hommes et qui contrebalancent avec l'innocence d'enfants qui demandent à grandir, qui veulent vivre une vie normale mais qui sont témoins de toutes ces atrocités. Donc, je crois qu'il y en a certains parmi nous qui ont prévu d'y aller, ou en tout cas dans les chroniqueurs de Tolkiji. Donc voilà, je pense que ça leur a... Moi, j'avais prévu d'y aller justement, mais j'attendais d'avoir des retours de ta chronique, m'a dit. Donc, je vous le conseille vivement. Et... Voilà. Ça marche. C'est validé. Et donc, du coup, le poids des mots, et là, c'est vraiment le choc des images, du coup. Le choc des images, oui. Pour, ça prend là. Ça prend les tripes. Donc, pas à voir quand on est trop jeune, du coup, peut-être. Si, j'estime qu'à partir de 12 ans, on peut le voir. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants dans ce film. Parce que c'est un film qui est vraiment utile. C'est important, c'est un film quand même qui est très humaniste et qui nous amène aussi à comprendre pas mal de choses sur la nature humaine. D'accord. Merci, Mam. Avec plaisir. Et on va passer à Croc Actu. Ou pas? Croc Actu avec Shan. Shan qui est la seule d'entre nous qui a vraiment fait sa rentrée cette semaine. Ouais, j'ai commencé mon Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça se passe super. Juste, à retrouver les copains et tout. Ah non, moi là je suis oui, non, t'es en je stage. reprends les cours dans un mois. Ah oui, t'as fait ta rentrée en stage, voilà. Ouais. Bah, c'est du travail aussi. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a touché cette semaine dans l'actualité? Alors, le dessin que j'ai fait, du coup, pour une fois, c'est un dessin numérique, fait à la tablette graphique. C'est pour parler, en fait, d'une alternative à l'éducation actuelle qui est beaucoup réfléchie à cause du Covid.
C'est une alternative qui consiste à enseigner dehors, en extérieur, et en dehors des classes surtout. Et c'était quelque chose qui avait été théorisé déjà il y a longtemps et qui revient de plus en plus et auquel beaucoup de professeurs et d'instituteurs réfléchissent en ce moment à cause du Covid, parce que comme ils ne veulent pas garder les enfants et les adolescents enfermés dans des classes, ils se posent des questions sur comment faire en sorte de faire des cours qui soient à la fois sains pour notre santé et en plus plus ludiques et plus sympas que d'être là enfermés avec des masques, avec des tables fermant les unes les autres. Surtout que là, il fait encore beau. Au mois de février, Ah ouais. un poil plus compliqué. Alors, c'est marrant que on ne s'était pas concerté. Il y a une super photo dans Ouest France, la dernière page, pas plus tard qu'aujourd'hui. En Ouzbékistan, les examens ont été faits en extérieur cette année. Et donc, il y a un stade d'athlétisme qui est rempli de tables d'examen avec de la distanciation sociale. Enfin, la photo est assez hallucinante. Enfin, alors, elle est dans Ouest France, mais je pense que vous la retrouverez peut-être aussi dans d'autres médias. Et enfin, ça fait vraiment écho à ce dont tu parles avec ces cours. Mais là, c'était des examens. Et donc, ce matin, en échangeant avec les collègues, on se disait, on imaginerait difficilement ça, peut-être en France, qu'on ait le bac en extérieur sur les stades d'athlétisme et les stades de foot. Mais voilà, c'est surprenant en fait cette photo. Donc on ne l'a pas là, mais vous la retrouverez sûrement sur les réseaux ou sur Internet. Bien, merci. Shan, alors on va peut-être faire un petit point, Asko. Il y en a qui nous disaient que ça allait être un Minotaur qui fait du skate. Ah ben Mam, attention, attends, on revient après sur la photo, Mam. Alors, un Minotaur, non, est-ce que ce sera un Minotaur? Eh ben, on verra avec l'artiste si, en tout cas, le skate, je pense. Je pense qu'il fait du graphe. Faites vos jeux sur le dessin final. Moi, c'est juste le petit personnage en bas à droite, là, je ne sais pas trop à quoi il va le correspondre. Mais on verra tout à l'heure. Le petit dessin en bas à droite, on dirait Taz dans les Looney Tunes. Ah ouais, on dirait un Pac-Man, mais méchant. Ouais. Bon, bah, on verra tout à l'heure. En tout cas, je crois qu'il a son poste de radio aussi, à l'ancienne. Alors, on va revenir. Mam, je crois que tu as la photo du coup. Alors, attention, on va te mettre en plein écran peut-être, si c'est possible. Alors, est-ce qu'on va te voir, Mam? Alors, si tu peux parler, sinon. Vous arrivez à voir? Allez, attention, attention, descends un tout petit peu. Paf! Voilà, là, alors, remonte un chouïa. C'est de la pause récré avant l'heure. Et voilà, donc un examen en Ouzbékistan. Ouais. Voilà, bon, vous retrouverez peut-être la photo, mais en tout cas, voilà, c'est assez hallucinant, à mon sens, cette photo des tables alignées sur la piste d'athlétisme. Ça doit être agréable en soi. Comment? Ça doit être plutôt sympa en vrai. Ouais, oh bah, pour tricher, ça doit pas être évident. Oh, tu sais, il y en a qui ont déjà réfléchi à des techniques de triche. C'est vrai? J'en ai entendu parler parmi les jeunes qui viennent au pige. Oui, dans les mains. À la diffuser en direct. Non, mais non, on va pas donner les techniques Comment? de triche en direct. Non, Loin on va la de donner. cette idée quand même. Eh ben, Leïla, tu parlais, mais ça va être à ton tour. Avant de parler, est-ce que la galère, c'est que faire quand on a triché au bac? Non? Non, Non. mais ça Alors, a le rapport avec petit jingle avant et on a la réponse. Et j'ai fait du teasing. Ben alors, c'est quoi la galère? C'est pas la triche? Alors, du coup, non, ça va être un rapport avec l'école quand même. Donc, Ah. salut les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes revenus bien bronzés, bien affûtés et surtout bien motivés pour la reprise. Et oui, nous sommes déjà au mois de septembre. Alors, premièrement, bonne rentrée à tous, collégiens, lycéens, salariés, etc.
En tout cas, aujourd'hui, dans cette chronique, quand tu es dans la galère, nous allons plutôt nous adresser à la jeunesse, en tout cas à la jeunesse qui est encore scolarisée, et aux galères liées à l'école, au collège, au lycée, au bahut. Donc ça, au bahut, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent ce petit mot d'argot, mais c'est le lycée, le collège, enfin, l'école, quoi. Alors comme ça, petit polisson et petite polissonne, 2 jours de cours et tu es déjà viré. Donc moi, je ne suis pas là pour te gronder. Donc dans un premier temps, si tu as fait l'objet d'une exclusion, pose-toi les bonnes questions. Les faits sont-ils avérés? L'exclusion est-elle justifiée, pardon? Et est-ce que l'exclusion est-elle définitive ou temporaire? Alors bien sûr, mon ami, si tu juges que l'exclusion, désolé, ce mot me fait un petit peu bugger, si tu juges que l'exclusion est injustifiée, alors go contester la décision prononcée par le conseil de discipline. Bien entendu, tu n'as pas tout en temps, il faudra le faire dans un délai de 8 jours auprès du recteur d'académie. Quant à lui, le recteur dispose d'un délai d'1 mois à partir de la date de réception du recours, donc de ton recours fait par courrier, pour réunir donc la commission académique et transmettre sa décision au requérant. Voilà. Donc, si l'exclusion est définitive, tu seras automatiquement pris en charge par les services académiques pour ta rescolarisation, notamment si tu as moins de 16 ans, parce que oui, malheureusement pour toi, l'école est obligatoire jusque-là, et d'ailleurs, heureusement quand même. En vue d'une réaffectation, par contre, dans un autre établissement scolaire, ton responsable légal, autrement dit tes parents, entre autres, doivent formuler par courrier le souhait de continuer dans la même formation, si c'est le cas, si c'est ton choix. Alors par contre, je tiens également à te mettre en garde, toi qui nous écoutes, mais qui n'est pas concerné, en tout cas pas pour le moment. Sache que l'exclusion définitive est la seule sanction scolaire à ne pas être effacée de ton dossier administratif d'élève, hein, même après 1 an. Donc du coup, attention si tu peux pas avoir un dossier bien pourri pour toute ta scolarité et qui va te suivre même si tu changes de ville, etc. Donc si tu veux éviter cette grosse boulette, dès à présent, tu dois lire scrupuleusement le règlement intérieur de ton établissement scolaire et surtout faire en sorte de le mémoriser tout au long de l'année scolaire parce que voilà, c'est bien beau d'être carré en septembre, mais il faut que ça dure jusqu'à la fin. Donc, si tu l'as déjà égaré, par contre, entre tes classeurs et autres feuilles volantes, adresse-toi au bureau de la vie scolaire ou au secrétariat. Voilà. Bon, et bien sûr, après, là, je parle d'exclusion, mais le fait de ne pas avoir d'établissement scolaire ne résulte pas toujours d'une exclusion. Donc voilà, on peut parler maintenant de toi ou de vous, jeunes élèves sans établissement fixe. Donc, si tu n'as pas d'école pour démarrer cette rentrée après 6 mois de glandouille, tu peux alors te manifester auprès de ton ancien établissement scolaire, voilà, qui est responsable de ton suivi, hein, de ton suivi scolaire pendant 1 an après la fin de ta scolarité chez eux. Donc, c'est eux voilà, qui essaieront de trouver des solutions avec toi. Et sinon, tu recevras logiquement une invitation en septembre pour faire le point avec eux. Et tu peux également prendre en parallèle un rendez-vous avec le CIO, donc le Centre d'information et d'orientation, qui saura voilà, t'aider dans tes choix et trouver les établissements qui disposent de places encore. Autre alternative, pardon, tu peux également continuer ta scolarité à domicile par des cours par correspondance, pardon. Et pour toi qui ne te sens pas concerné par aucun des points que je viens d'aborder, voilà, garde quand même en mémoire qu'il est important d'aborder ton orientation bien en amont de la fin de l'année. Donc, ça vaudra pour l'année prochaine, par exemple. Tu pourras voilà, anticiper au mieux ton inscription pour les années à suivre et pour tes affectations d'orientation. Je tiens à préciser également, et ça c'est plus une petite pub pour nous, pour le réseau Information Jeunesse, que nous pouvons répondre à des questions, bien entendu pas comme le ferait un conseiller d'orientation, mais en tout cas nous pouvons t'apporter des informations liées à l'orientation, liées aux établissements scolaires de la région et aux formations. Donc n'hésite pas à venir nous rencontrer dans les piges points d'information jeunesse, les biges, les bureaux d'information jeunesse et les CRIJ. Voilà, Centre régional d'information jeunesse. Et du coup, c'est tout pour moi. Merci, Leïla. Avec plaisir. Cette chronique de rentrée. Enfin, 2 jours quand même, c'est abusé. Hein. Oui, mais bon. Au bout de 2 jours, franchement, c'est abusé. Ouais, par contre, ça serait vraiment abusé. Ouais. Donc, bon, je l'ai joué sous le ton d'ironie parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à savoir parce que nous, on reçoit beaucoup de jeunes à qui ça arrive dans les premiers mois, genre octobre, novembre, où on a déjà des jeunes
qui sont en passe d'être déscolarisés parce qu'ils ont été virés ou parce qu'ils sont en décrochage scolaire. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de la question aussi, quoi. Ceci dit, si tu as déjà une page dans ton carnet de liaison qui est pleine au bout de 2 jours, ça sent pas bon. Ça sent pas bon aussi, c'est clair. Allez, je vous propose un petit jeu. Je vous l'ai annoncé, c'est un jeu spécial Tour de France. Attention, jingle. Alors, je l'avais annoncé, c'est les vacances apprenantes. On a fait des maths, on a fait de l'éducation civique, on n'avait pas encore fait de géographie et là c'est le Tour de France, donc on va faire la géographie aujourd'hui. Mais attention, pas n'importe quelle géographie. Je vous ai inventé des étapes du Tour de France. Attention, des fois il y a du kilomètre. Par contre, derrière chacune de ces étapes se cache une chanson. Il va falloir retrouver la chanson à laquelle j'ai pensé à travers ces étapes. Alors parfois c'est le titre, parfois c'est tiré des paroles de la chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Mon Tour de France est un peu court, il fait 4 étapes. Allez, on est prêts. Vous êtes prêts? Bon alors, première étape, ça part de Mélès dans Ille-et-Vilaine et ça va jusqu'à Béthon dans la Sarthe. Donc étape Mélès-Béthon. Renault. Oui, bien joué Mam, c'était facile. Lès-Béthon. Celle-là était très très simple. Oui. Allez, deuxième chanson beaucoup plus estivale, celle dans l'Eure, les sables en Vendée. Ah, putain. Oh là, Attends. purée. Purée, pardon. Comment il s'appelle lui? Allez. Celle des sables, attention, vous pouvez jouer sur Twitch aussi. Rock voisine. Oui, bien joué Mam. Ah, je pense Sur les sables. Bah oui, celle sur les sables. Hein. Ah, mais ouais, je pense pas à lui en plus. Tu pensais pas à lui? Non, mais en plus, le nom m'est pas revenu, donc... Ah. Moi, je suis nulle. Alors, attention. C'est ma fierté, là. Attention, très subtil, celui-ci. Issoudun dans l'Indre, jusqu'à Cergy, dans le Val d'Oise. Indochine. Non. Ha. Issoudun, Cergy. Il est content de lui. Ah là, je suis très content. Attends, tu peux répéter une dernière fois? Alors, Issoudun dans l'Indre jusqu'à Cergy dans le Val d'Oise. Ça fait une belle étape là. Hein. C'est 3 kilométrages. Ça me vient pas. Ah, je savais que vous alliez sécher celle-là. Tu peux donner un indice? Ou pas? Ouais, ça parle d'animaux. Dans le titre. L'aigle noir. Oui. Bah oui, Issoudun, Cergy face au vent. Ouais, ok, j'en étais très fier. Mais pourquoi j'ai pas la référence? Ah? Il est tiré par les cheveux. Bon, allez, ah oui. Bah, et puis j'en ai pas beaucoup. Ah, donc, ouais, c'est parce que c'est Issoudun, surgit face au vent, l'aigle noir. Absolument. C'est Barbara. Bon, alors les jeunes, on les a perdus. Mais moi, avec Weshden, j'ai rien trouvé à faire. Et la dernière, attention, très facile, clin d'œil à la Bretagne. La dernière, ça va aller super vite. Donc, c'est Paimpol dans les Côtes d'Armor jusqu'à Rennes en Ille-et-Vilaine. Donc, c'est Paimpol, Rennes. Prince. Bah oui, Prince. Purple Rain. Ah, Purple Rain, ok. Et voilà. Il y a la pochette juste derrière. Eh oui, bah, t'avais un indice. Facile. Bon, voilà. Alors, si vous en avez d'autres sur Twitch, sur Facebook, vous pouvez y aller. Ça fera nos soirées. Hein. Il n'y a pas de lot de consolation pour les perdants? Il n'y a pas de lot de consolation? Bah, tu nous prépares le jeu de la semaine prochaine. En plus, c'est la chronique des galères. Sinon... Ça, c'est pas un lot de consolation, ça. Un lot C'est de une punition. consolation. Ah. Bon, bah, tant pis alors. Bon, mais j'ai même pas chanté. Pourtant, je m'étais préparé au cas où. Pour vous donner des indices. Mais vous avez été trop bon. Ce sera pour une prochaine. Et donc, on va passer à la chronique Q comme sexualité de Rogan.
Et maintenant que j'ai en grand écran, Rosen, ton décor, Oui. je vois mieux de quoi tu vas parler. Tout à l'heure, j'avais en tout petit. Mais de quoi va-t-on parler? Mais oui, bien le bonsoir à tout le monde. Alors, du coup, on va parler bistouquette. Cul comme sexualité, bon ben la bistouquette. Alors, plusieurs petits synonymes de bistouquette. Nous avons pénis, zizi, tub, zob, quéquette, sgeg, phallus, verge, asperge et biroute. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Vous en avez d'autres, c'est comme les titres, vous pouvez... Non, c'est modéré. Je vais m'arrêter là. Mais sinon, je peux chanter la chanson de Pierre Perret aussi. Savoir sur le zizi. Ben oui, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Alors du coup, moi, je vais vous faire participer un petit peu là. J'ai quelques petites questions. Alors, là, je vais me référer un petit peu au règne animal. C'est-à-dire que là, pour vous, quelle est la taille du pénis d'un gorille? Il n'y a pas le droit de tricher. Dans les mains. Ce serait quand même étrange de savoir. Ah, peut-être que Laurent Baffy pourrait nous aider. Je crois qu'il est très calé sur les animaux. Mais il n'est pas chroniqueur chez nous. Alors, est-ce que, ouais, vous avez une petite idée? Mais je pense que si tu poses la question, on se dit le gorille a une certaine image de virilité. Et je pense que c'est tout petit. Ah, c'est possible, ouais. Je pense que tu prends le contre-pied là. Peut-être 4-5 cm. Ouais, moi, je suis en train de tricher, j'ai trouvé. 4-5 cm. Un peu plus. Oui, mais je ne le dis pas, je ne le dis pas. 4-5 cm. Allez. Ouais, exactement. Oh, sans tricher, hein, promis. Ah, le mec est fort. Le mec est fort. Où je connais très très bien les gorilles. Oui, mais comme tu dis, on voit qu'un gorille c'est grand, c'est viril et pourtant un petit kiki. Un petit kiki de 5 cm. Mais qui marche et qui fonctionne très bien. Y a pas Et besoin. tant que Madame Gorille, il trouve son compte, ou Monsieur Gorille d'ailleurs. Mais totalement, bien entendu. Alors, du coup, là, ce que je vais vous poser aussi comme question, c'est la taille du pénis d'un canard. Et Laïla, tu gruges pas. Non, ça y est. C'est C'est bon, peut-être j'ai un les piège. mains là. C'est un piège, il n'a pas de pénis? Ouais. Ouais, par contre, c'est vrai que C'est une forme de tire-bouchon. Alors, il y a effectivement, il a cette petite forme de tire-bouchon. Bah, ça doit être petit aussi, du coup, 4 cm. Bah, ça dépend si c'est déroulé, s'il est tordu. C'est comme les pailles en spirale, en fait, si tu tires dessus, elles sont hyper longues. Ah oui, Il y a des pièges techniques. On est sur une mesure même un petit peu tortue. Hein. Ah, d'accord. Alors, on a des commentaires sur Twitch qui ont l'air de spécialistes du canard qui nous disent c'est très long et tout tordu. Oui, c'est bien ça. Alors, pour répondre à la question, donc c'est 42 cm. C'est énorme. C'est long. Oui, c'est 2 fois et demi la taille du canard. C'est énorme, énorme, énorme. Monsieur est membre. Du coup, voilà. Et sinon, nous, humains, pour vous, en France, la taille du pénis, quelle serait la moyenne? Alors, il faut qu'on soit très technique sur la chose. Est-ce que c'est au repos ou en érection? C'est en érection, effectivement. Bien vu, Romain. Alors, je crois, hein, pour avoir fait des petites choses sur le sujet, que c'est entre 12-13 cm, il me semble, en érection. C'est tout à fait exact. Bien vu. Oui, c'est ça. En moyenne. Donc là, on parle d'une moyenne. Pas si grand que ça. Non, mais il faut le dire aux garçons qui... C'est ça. Et puis, il y a plus petit, il y a plus grand. C'est pas non plus, c'est pas grave. C'est juste que là, c'est une moyenne. Après, ça fonctionne très bien plus petit et plus grand. Quand on sait s'en servir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et moi, je voulais un petit peu faire un petit focus sur, justement, comme tu disais, à l'arrière, j'ai l'anatomie du système reproducteur de l'homme.
voici ici même. Donc, et moi, mon petit focus, je voulais aller parler un petit peu plus près des testicules pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent. Et moi, ce que je voulais voir, c'était surtout un petit peu à quoi servait cette petite poche ici même en au-dessus qui s'appelle l'épididyme. Et en fait, c'est un endroit où les spermatozoïdes vont finir leur maturation. Et ils peuvent y rester plusieurs mois avant dégradation s'il n'y a pas eu éjaculation avant. Mais je trouvais intéressant aussi de parler de toute cette petite poche qu'on appelle le scrotum, où il y a à l'intérieur, il y a les testicules. Et donc, ma question aussi est la suivante. Comment ça se fait que les testicules soient à l'extérieur du corps? Est-ce que vous le savez? Je change de main. Moi, j'avais peur que tu nous demandes des plaies épididymes. On aurait été incapable, mais en fait, la question est encore plus dure. Oui, parce que c'est vrai que ça pendouille à l'extérieur, mais il y a une raison, effectivement. Donc, cette raison, elle est en fait que pour que la production des spermatozoïdes se fasse, elle doit être inférieure un petit peu au corps humain. Donc, environ, on va dire 33-34 degrés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les testicules sont à l'extérieur. Donc, voilà. Et puis, sinon, en gros, j'étais en train de regarder un petit peu mes petites notes. Mais voilà le fonctionnement. Alors, moi, je regardais les commentaires Twitch, Rosen, je te coupe. En fait, il y a des gens qui nous mettaient sur Twitch que c'était pour prendre l'air, mais en fait, ils ont raison. Au final. Totalement raison. C'est à l'extérieur pour s'aérer. C'est pour s'aérer, pour garder une bonne température. Et il y a également en fait le fait aussi que quelquefois elles se contractent. Et en fait, c'est tout simplement aussi un système pour garder une température correcte sur les 33 ou 34 degrés. Donc, alors là, j'ai appris quelque chose. Hein. Hey, c'est quand même un sacré appareil, ça. C'est une belle mécanique de climatisation naturelle. Donc voilà un petit peu, je voulais quand même ce petit focus sur les testicules. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Moi, c'est pas une question que j'ai, mais c'est juste, j'allais dire, tu as un deuxième bel appareil accroché à ton gilet, je crois, mais je ne sais pas si c'est ce que je crois. Ah si, c'est mon petit clitoris. Ah, c'est ce qui me semblait. Oui. J'étais en train de me dire, c'est ça ou c'est pas ça? Si, c'est ça en fait. Je me suis acheté un petit doudou clito. Voilà, et bah du coup j'avais pas manchette. T'as vu, j'ai l'œil. Ah bah tu peux. Les prochains, c'est des d'oreilles que j'achète. Mais c'était bien ça. Tu avais bien raison. Donc voilà pour moi. Merci, Rosen. À la semaine prochaine. Donc, pour les gens qui, comme moi, ont l'œil, il faut saisir dans le décor de Rosen le petit élément changeant. Et logiquement, vous trouverez le thème de la chronique. Donc, visualisez bien le décor de la semaine. Et la semaine prochaine, dès le début de Talkiji, vous allez pouvoir identifier le thème. C'est ça. Et si vous avez hyper l'œil comme Leïla, vous découvrez aussi les bijoux et ça fait des flashbacks sur les émissions d'avant. Et en plus, il y en a. C'est l'organisation. Il y a des petits détails. C'est pas très net sur la compréhension, c'est un peu plus simple, mais il y a les petits détails cachés quand même. Et on va prendre la direction d'Ascaux et de Toulouse pour l'heure du show. Et Asco, s'il nous entend, parce que là, il est en train de finaliser, à mon avis, son œuvre. Alors, on a été large. 1h09 très précisément. On va voir le résultat qui prend forme en direct. Je ne sais pas si Asco va pouvoir nous rejoindre. Ah,
ça prend forme. On a un graffeur skater qui écoute de la musique. Alors, Asko, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous rejoindre? Ah, il finit, il finit. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'œuvre, elle fait un bon 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Ah oui, elle se termine. Est-ce que tu peux venir nous présenter ton œuvre? On va ouvrir ton micro. Alors, on t'a vu au début, mais on va faire un peu plus ample connaissance avec toi. Alors, t'as pas totalement fini, c'est ça? Presque? Ah, alors on n'a plus de son, Asko. Alors, le son est coupé pour la régie. Alors, on n'a pas de... Alors, Asko, il faudrait que tu appuies sur ton micro, je crois, si c'est possible pour vous, sur l'iPad. Ah, là, c'est bon, je crois qu'on t'entend. Ouais, c'est bon. Super. Ok, ok. Ouais, C'est les joies du direct, ça nous arrive une fois par émission, un problème de son. Ça y est, c'est bon, on n'avait pas eu encore, donc là, ça impec. Alors, est-ce que tu as fini presque, en tout cas? Ouais, presque. Après, comme c'est que la peinture n'est pas assez sèche, du coup, avec un marqueur, c'est assez compliqué, quoi. Je peux finir à temps, mais bon. Oui. Alors, Asko, c'est ton nom d'artiste. Tu es graffeur, comment tu te définis, toi? Je me définirais, oui, comme dessinateur, illustrateur, plus orienté bande dessinée et plutôt amateur de culture du monde. Enfin, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'ai essayé de faire là, c'est tout ce qui est un peu influence des estampes japonaises. Voilà, tout c'est un peu cet univers-là que j'aime beaucoup. Alors, c'est une passion pour toi? C'est ton activité principale aujourd'hui? T'en vis? C'est juste une passion ou... Alors, pour l'instant, c'est plus une passion parce que j'en vis pas vraiment, mais oui, c'est plutôt fait ça, ouais. D'accord. Et donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux notamment. Alors là, ta création aujourd'hui, tu la définirais comment? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Comment tu définirais ta création? Comment tu l'appellerais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mixais un petit peu la culture urbaine sûrement avec le skate, le graphe, c'est ça l'idée? Et alors, on a une grande question sur l'inspiration du personnage en bas à droite. Layla avait quelques références. Moi, je disais que c'était un Pac-Man méchant. Ah, faut me laisser terminer. Je pense que là, ça va passer. Moi, je disais le diable de Tasmanie, comme dans les dessins animés. Tu sais, Taz, là, dans les Looney Tunes. Ouais, il y a un petit un peu de ce genre-là, ouais. Un petit peu un personnage. J'ai essayé de faire un chien karma un peu cartoonesque, en fait. C'est ça que je voulais faire. Tu vois, avec les gros yeux, tout ça. Et donc là, pour ceux qui arrivent, hein, ils ne te voient pas à côté. Ton personnage, il fait 1m50, 2 mètres de haut, quoi. Ouais, au moins. Mais il est replié avec sa jambe et tout. C'est vrai que si on était en taille normale, ouais, c'est vrai que la planche, à peu près, ouais, ça fait au moins 2,50 m, je pense, ouais, à peu près. Et donc, toi, tu dessines depuis quand On va dire que j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner, voilà. Depuis que tu as pris un crayon, tu n'as pas arrêté. Voilà, on va dire ça. Enfin, souvent, je pense qu'il m'a donné envie de dessiner. Souvent, je dessinais dans les marges pendant les cours, en fait, vu que c'était le seul moyen de passer du temps. Et j'ai un peu gardé ça, en fait. Donc, c'est ce qui m'a permis de continuer, en fait. Et tu as fait quoi comme étape? Donc, tu es autodidacte, tu as pris un peu de cours? Ouais, on va dire, ouais, plutôt autodidacte. J'avais pris des cours, enfin, vite fait au collège, mais c'est pas ça qui m'a vraiment appris le dessin, quoi. J'ai plutôt appris tout seul. D'accord. Et donc là, si on veut retrouver tes dessins, donc on les retrouve où tu exposes en ligne sur ton compte Insta. Voilà, c'est ça. Le truc sur senior_Asko. Voilà, c'est ça. Parce que Asko n'était pas disponible. Ça, je l'ai retenu. Ouais, on avait tellement. Bon. Après, normalement, si on tape juste Asko, on le retrouve direct sur Instagram. Ouais.
Normalement, juste en tapant le nom, il n'y a pas de souci. On devrait le trouver normalement. Et donc, si on veut voir certaines de tes œuvres en vrai, c'est possible ou pas? Tu as des Ah, expos prévus, des endroits où on peut les voir en vrai ou... malheureusement, en fait, la plupart des seules fresques que j'ai fait, c'était plutôt en intérieur, en fait, dans des lieux un peu abandonnés, comme ici, en fait. Et du coup, non, on ne peut pas les voir direct dans la rue. En fait, c'est pour ça, je pouvais pas. J'avais de base pensé à faire un pochoir avec la bombe, mais je pensais que ça prendrait pas assez de temps, le temps du live et tout. Donc, j'ai plutôt opté pour la peinture acrylique que je maîtrise mieux. Ouais. Donc, tu es multi-support. Voilà, c'est ça. Ok, eh ben, super, Asco. Et donc, après, tu en fais quoi de tes œuvres, par exemple? Celle-ci, elle va rester là, dans le lieu parce que là, de l'emmener sous le bras, ça va être compliqué. Ouais, c'est clair. Alors, pour transporter les planches, ouais, on va pas les trimballer comme ça, hein, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà. Eh ben, merci en tout cas pour ton œuvre. Bravo pour la rapidité aussi. Merci à vous. Bravo pour la rapidité. Ouais, bravo. Il y avait une première base, mais on visualisait pas la fin en tout cas. On avait un aperçu de la silhouette. Mais voilà, on visualise beaucoup mieux. Ce que certains sur Twitch, qui te félicitent d'ailleurs, appellent ça un orc de la street. Alors, je ne sais pas si c'était ton but. Une sorte de démon japonais, mais un orc aussi, ça peut faire avec les grandes jambes, avec les câlines. En tout cas, sur Twitch, tu as des félicitations pour ton truc. Merci. Et nous aussi, on te félicite pour la rapidité. Parce que c'est vrai qu'il y a une belle superficie là à illustrer. Ah oui, c'est un sacré défi, ouais. Bon, terminé. Ok, très bien relevé. Asko, merci à toi pour ta perf dans Tolkiji. Les chroniqueurs, merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas de Tour de France. La semaine prochaine, on parle cuisine. On accueillera Nastasia, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Elle était candidate dans la dernière saison de Top Chef. Et on parlera cuisine avec Nastasia de Top Chef notamment. On accueillera aussi dans l'heure du show quelqu'un que vous voyez peut-être dans certains films, que vous avez peut-être vu dans la publicité. Il s'appelle Ted Etienne. Il donne notamment la réplique dans le futur OSS 117 de Nicolas Bedos à Jean Dujardin. Et puis on aura Xavier aussi de Tellement Geek qui viendra nous donner un coup de cœur sur un jeu de plateau dans la chronique du geek. Donc grosse émission jeudi prochain. On retrouvera aussi les chroniques habituelles. Donc abonnez-vous sur Twitch ou retrouvez-nous sur Facebook en direct jeudi prochain 18h30. Mam, tu as un petit mot à dire? J'avais juste oublié de dire que vous avez le droit aussi de lire le livre Petit Pays. Oui. Il ne faut pas oublier de lire le livre aussi. Et ça me rappelle que j'avais peur de dire une bêtise, mais il avait été élu prix Goncourt des lycéens. À l'époque, c'est marqué dessus. C'est un super récap. Oui, je l'avais rappelé. Pas voulu tricher en allant voir sur les réseaux. Voilà. Mais il se lit très bien. Et ça n'empêche pas d'aller voir le film après. Au contraire. Eh bien, merci à tous. Bonne semaine. Et on se retrouve le 10 septembre à 18h30 pour Tolkiji numéro 15. À bientôt. Salut.